les Amis du Temps des Cerises, et je vais animer, peut-être co-animer cet échange avec Eric Dacheux. Donc l'association Les Amis du Temps des Cerises est très heureuse d'accueillir et de vous accueillir pour la première conférence de cette année. Alors comme il y a beaucoup de personnes nouvelles, je vais présenter très rapidement l'association. Donc l'association propose depuis plus d'une vingtaine d'années des conférences sur différentes thématiques. À l'origine, mais tu me contrediras si je dis des bêtises, à l'origine une librairie qui a été créée en 1994, qui a donné lieu à une association, les Amis du Temps des Cerises, et nous accueillons depuis des sociologues, des historiens, des économistes, des juristes, des journalistes, des philosophes, des psychiatres, des psychologues et des scientifiques, ce pour offrir des idées alternatives et proposer de développer un esprit critique en dehors de celles dominantes véhiculées par les médias, notamment. Donc elle s'inscrit, l'association, dans un mouvement d'éducation populaire, gratuite et ouvert à toutes et tous. Vous pouvez d'ailleurs participer à ce projet en faisant un don, en donnant quelques pièces, et proposer des champs de réflexion également. Donc le programme est disponible sur papier, bientôt, et vous pouvez visiter la page Facebook, il y a un site internet, bientôt Instagram, bientôt X, et peut-être un TikTok. Voilà. Donc je laisserai la parole à Guy Dumoulin pour présenter le programme qui va suivre pour novembre-décembre. Et puis ensuite, on commencera l'entretien. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, comme le dit Rakaya, première rencontre de l'année. Première rencontre, et après on passera au mois de novembre. En octobre, il n'y a rien du tout. On n'a pas de conférence. La deuxième conférence, attendez, avant cette conférence, il y a au cinéma Le Rio, en partenariat avec les Amis du Mas et du Rio, bien sûr, il y aura la projection du film Roland Gori, Une époque sans esprit, à 20h, en présence du réalisateur Xavier Gaillard. Je ne sais pas si vous connaissez Roland Gori. Roland Gori est psychiatre, psychanalyste, il a écrit de nombreux livres. On l'a invité en 2012. Et c'est lui qui est à l'origine aussi du mouvement L'Appel des Appels, qui a existé aussi à Clermont. Et donc vous êtes invité à voir ce film qui s'appelle donc Roland Gori, Une époque sans esprit. Je vais vous lire un peu le texte pour vous donner un peu l'idée de ce dont il s'agit. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la logique de rentabilité s'applique à tous les domaines. Les lieux dédiés aux métiers, lui insiste beaucoup sur la perte des métiers, aux métiers du soin, du social, de l'éducation et de la culture, sont gérés par des managers ou des experts pour qui seuls comptent les chiffres, niant les besoins humains. Le psychanalyste Roland Gori se bat depuis des années contre le délitement de notre société. Ce film est un portrait de sa pensée, de son engagement, comme l'Appel des Appels dont je vous ai parlé, qu'il avait co-initié avec Ami Stéphane Chédry, pour nous opposer à cette casse des métiers et à la marchandisation de l'existence. Ce film proposera un portrait intime de Roland Gori, accompagné de témoignages de proches. Alors, c'est donc le samedi 23 septembre à 20h au cinéma Le Rio. Et tant que je suis dans la lancée, le mardi d'après a lieu toujours au cinéma Le Rio, avec l'association Les Rencontres Philosophiques, la projection du film Antigone. Ce film a eu des prix, il a eu 5 prix. C'est la transposition dans le Canada contemporain de la pièce de Sophocle, on s'en doute. Sophie Deraspe, qui est donc la réalisatrice, reste fidèle à la figure intemporelle d'Antigone, celle qui se révolte contre la loi des hommes, et celle qui incarne une jeunesse fougueuse, en rupture avec les adultes qui font peser sur elle leur joug. Reste-t-elle fidèle, pour autant, à la tragédie de Sophocle, point d'interrogation,
Le film permet du moins de dissocier les deux questions et par là même de les poser. Donc la projection donnera lieu à une discussion organisée par les rencontres philosophiques clermontoises le mardi 3 octobre, de 18h30 à 20h30. Tous les mardis, les rencontres philosophiques se réunissent au centre Jean Richepin, et donc il y aura une discussion autour de ce film qui aura été vu. Voilà. Ensuite, donc, la prochaine conférence des amis du temps des civils au mois de novembre, ce sera autour de la vie d'un monsieur qui s'appelle Alif Kir, qui est un Marocain. Le titre de son livre, c'est Alif Kir, berger communiste. Il sera donc là ici avec sa compagne. Je veux vous lire un peu, pour vous donner une idée et envie, si possible, de ce qu'est ce monsieur, de ce qu'il a fait dans sa vie. Alif Kir, ex-prisonnier politique, militant infatigable, est un descendant d'une famille de militants de nature de guerriers irréductibles. C'est un berger qui lira plus tard Marx, Engels, Voltaire, Lénine, mais aussi Balzac, Zola et Simone de Beauvoir. Ce n'est pas une figure que l'on croise chaque jour. Et surtout, un berger qui adhérera au Parti communiste marocain et qui deviendra le premier responsable de la jeunesse communiste de la région de Meknès. Un berger qui contribuera à la création du mouvement marxiste-léniniste marocain et de l'organisation Hilalman, Hilalman qui veut dire, je ne me souviens plus ce que ça veut dire, en avant, je crois. En avant, c'est ça oui, c'est ça. Dont il sera membre de la direction provisoire. Et enfin, un berger qui sera emprisonné et torturé pendant un peu plus de 11 ans dans les prisons marocaines pour ses engagements politiques. On vous invite à lire et discuter son livre, qu'on peut nommer aussi Mémoire d'outre-prison, qui trace avec vivacité un itinéraire historique, mais aussi très lyrique, d'une époque ô combien marquante pour les Marocains, celle des années de plomb, ainsi que les tunnels obscurs de Der Moulay Sharif, qui est une prison. Il retrace également le parcours du Maroc, à une époque où la société adoptait encore l'esclavagisme, le sexisme, la ségrégation, en fonction des origines de la couleur des croyances religieuses. Il nous apprend également avec acharnement, mais aussi avec optimisme, que la misère humaine n'est pas une destinée fatale, que nous devrions subir, mais un sort injuste contre lequel nous devons lutter au sein de cette société capitaliste qui gâte les uns aux dépens des autres, et que bâtir un monde meilleur est toujours possible. Bon, je ne continue pas, vous avez l'idée de ce qu'est ce monsieur et de ce qu'il est censé nous apporter. Ensuite, nous aurons le 16 novembre Roger Martelly, qui viendra nous parler de son dernier livre, qui s'appelle « Pourquoi la gauche a perdu et comment elle peut gagner ». Bon, je vais pas résumer, parce que là, c'est un sujet, je pense qu'il le fera mieux que moi. Je passe ensuite à... Qu'est-ce qu'il y a donc Oui, ensuite, le 21 novembre, en partenariat avec les amis de l'UMA, Alain Badiou, le 21 novembre. Le 21 novembre. Mais entre-temps, il y a autre chose. Voilà. Le 26 septembre, les amis de l'UMA, je reste là après. Le 26 septembre, il y aura une conférence avec Pierre Juquin, un hommage à Aragon. Donc Pierre Juquin, je pense que tout le monde le connaît plus ou moins. C'est l'auteur d'une biographie du poète Aragon. Il sera accompagné de Anne Guédier, qui est actrice et qui l'accompagnera pendant la soirée avec des lectures de textes et de poèmes. Voilà, moi je pense que j'ai à peu près terminé. J'ai déjà été trop long. Excusez-moi. Merci Guy, merci. Alors ce programme très chargé, vous pouvez le consulter aussi sur Internet, sur le site, ou vous inscrire, aller sur le Facebook. Donc nous avons aujourd'hui ce soir la chance d'accueillir Éric Dacheux à l'occasion de la sortie de cet ouvrage, comprendre pourquoi on ne se comprend pas. Alors je vais vous présenter, alors je vais vous voyez pendant une heure. Alors vous êtes professeur d'université en sciences de l'information et de la communication à l'université Clermont-Auvergne. Vous avez enseigné à l'université Rennes 2 et à Rouen, et depuis 2006 vous enseignez à l'UCA. Depuis 1994 vous avez écrit et dirigé un peu plus de 25 ouvrages. Vous avez écrit et contribué à l'écriture d'une quinzaine d'articles. Vos sujets concernent la communication, évidemment.
mais aussi vous vous intéressez également à la démocratie, à l'économie sociale, à la politique, à l'Europe, au milieu associatif, même à la BD et à la le délibéralisme. Ce dernier sujet a donné lieu en 2020 à l'apparition de Défaire le capitalisme et refaire la démocratie. Et c'est à l'occasion de la sortie de ce livre que l'association vous a accueilli l'an dernier. Donc vous connaissez déjà la maison, l'association. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter sur votre parcours et sur votre travail ? Non, déjà que je suis très heureux de faire la rentrée et très heureux de voir qu'il y a autant de monde. Et alors c'est pas une quinzaine d'articles, c'est une centaine d'articles, et dont la majorité se retrouve sur Internet en archives ouvertes, puisqu'on a la chance en France d'avoir des archives ouvertes. Et j'ai mis la plupart de ces articles dans les archives ouvertes, donc vous pourrez lire tous ces sujets gratuitement. Merci. Une centaine, ça fait la différence. Alors, donc nous sommes ici pour ce livre, comprendre pourquoi on ne se comprend pas. Le challenge pour vous est de proposer un ouvrage compréhensible sur le sujet de l'incompréhension. Et c'est réussi puisqu'il est clair et accessible. On sent vraiment la volonté d'être intelligible et pédagogue. Donc sur la forme, c'est plutôt réussi. Concernant le sujet même, l'entretien, je vais suivre la trame de cet ouvrage et puis on va avoir un échange, Éric et moi, sur les détails de ce livre. Donc vous détaillez en 3 grandes parties et en 7 chapitres tous les éléments qui participent à l'incompréhension. Après une introduction, vous posez les bases d'une définition de la communication par ce qu'elle est et par ce qu'elle n'est pas. Vous distinguez 3 éléments complexes de frein. L'ambivalence de la communication, l'intention floue et la réception créatrice, et une seule planète, mais des mondes différents. Alors, la première question, avant de commencer, c'est est-ce que vous pouvez définir la communication ? Vous pouvez donner une définition ? Oui, du coup, l'idée de comprendre pourquoi on ne se comprend pas, c'est effectivement de vulgariser les savoirs en sciences de l'information et de la communication, et d'arriver à comprendre pourquoi aujourd'hui beaucoup de chercheurs en communication parlent d'incommunication, et donc du coup d'essayer de voir pourquoi on ne se comprend pas et pourquoi la question de la communication et la question de la compréhension sont liées. Parce que effectivement, je définis la communication comme étant un processus intentionnel. Il y a communication quand on veut communiquer, de relations humaines. Alors, je ne sais pas si les animaux ont de la communication. Je pense que les machines ne communiquent pas. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les hommes, le processus de relations humaines qui visent à co-construire du sens. Et donc, c'est co-construire du sens, ça veut dire essayer de se comprendre. C'est ça le but de la communication. C'est la communication, c'est une relation humaine qui vise à co-construire du sens, mais pas n'importe comment, dans un contexte donné, en sachant que le contexte change la signification des choses, que effectivement quand on relit ce que peut dire Kant par exemple sur les Noirs ou ce que peut dire Aristote ou Platon sur les esclaves, il faut remettre, c'est incompréhensible à notre époque, il faut le remettre dans le contexte pour comprendre les choses. Ou un autre exemple, si on voit des personnes en blanc, habillées en blanc à la sortie d'un édifice religieux, en France, on peut dire qu'il y a des chances que ce soit un mariage, alors que si on est en Chine, c'est la couleur du deuil. Donc voilà, le contexte donne la signification. Et entre altérité, puisque la communication commence avec l'autre. Et en respectant l'égalité et la liberté. Ça veut dire que pour moi, tout ce qui est de l'ordre du management, de donner des ordres, on n'est plus dans la communication, puisqu'on n'est plus dans l'égalité. Et tout ce qui est persuasion, quand on veut persuader quelqu'un, et il y a des bonnes raisons de persuader quelqu'un quand la personne a trop bu et veut partir en conduisant et vous lui enlever les clés, vous avez toutes les raisons du monde de le persuader, mais vous voyez bien que la persuasion, c'est restreindre la liberté, c'est amener l'autre à penser comme ça, et non pas augmenter la liberté. Et toute ma réflexion autour de cette communication, de cette incommunication,
on arrivera à détailler les phrases. C'est qu'au fond, ce qui m'intéresse dans tous les travaux que je fais, aussi bien la BD qu'économie sociale et solidaire, etc., ce qui m'intéresse, moi, au fond, c'est la démocratie. C'est-à-dire la démocratie, non pas ce système représentatif, professionnalisé à bout de souffle qu'on a sous les yeux, mais cette idée d'autonomie, autonomos, faire soi-même les lois. C'est pas Dieu, c'est pas l'histoire, c'est pas l'économie qui fait les lois qui nous gouvernent, ce sont nous-mêmes. Et au fond, ce qui m'intéresse, c'est comment vivre ensemble alors qu'on ne se comprend pas. Comment vivre ensemble alors qu'on est radicalement différents les uns des autres. Et c'est ça le défi, avec aujourd'hui la nécessité de bifurquer, et donc la question se complexifie encore. Comment créer de l'intelligence collective pour bifurquer, parce que personne ne peut dire j'ai la solution tout seul. Comment créer de l'intelligence collective pour bifurquer alors qu'on est d'accord sur rien et qu'on ne se comprend pas. Voilà, c'est ça sur les questions sur lesquelles je réfléchis. Et avant de faire comprendre ça, j'avais besoin de ce petit livre qui est le fruit de 20 années d'enseignement auprès des étudiants d'IUT ou de première année, de deuxième année, de troisième année, de licence information, communication ou technique de commercialisation. Merci. Donc dans le premier chapitre, vous posez deux certitudes contradictoires. La communication existe, la société se constitue par elle. Communiquer, c'est vivre, mais n'empêche que la communication est bien trop complexe pour la maîtriser. Elle est présente partout et on ne la maîtrise pas. Et oui. Vous écrivez, nous nous comprenons pour vivre ensemble, mais vivre ensemble ne nous permet pas toujours de comprendre. Est-ce que vous pouvez expliquer cette ambivalence ? Oui, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de compréhension, on ne serait pas là ce soir dans cette salle. Si vous êtes là, c'est que la plupart leur dit tiens, il y a quelqu'un qui parle, il y a une conférence ce soir à 20h à Clermont-Ferrand, dans une salle précise. Donc on se comprend, sinon on ne serait pas là. Et si on ne se comprenait pas, il n'y aurait pas de société. On n'aurait plus à prendre le train, il n'y aurait pas de journal, il n'y aurait pas d'éducation, il n'y aurait pas de politique, il n'y aurait pas de commerce, enfin, il n'y aurait rien. Donc la communication existe, et sans communication, il n'y a pas de société. La communication, c'est une relation humaine fondamentale, c'est celle qui nous permet de faire société. Donc elle est là. Simplement, ce que je dis, c'est que la communication parfaite est parfaitement impossible. Il existe toujours une part irréductible d'incompréhension. On ne se comprend jamais tout à fait. Alors pourquoi on ne se comprend jamais tout à fait ? Le bouquin le détaille, je donne cette raison, etc. Mais ne serait-ce qu'on ne met pas les mêmes choses sous les mêmes noms. Le mot, regardez, pour un exemple frappant, laïcité, parce que laïcité entre Mélenchon et Le Pen, c'est le même mot, mais c'est pas la même chose. Fake news, pour un scientifique et pour Donald Trump, c'est visiblement pas la même chose non plus. Donc déjà, les mots sont tellement ambivalents chacun se projette, donc on ne se comprend pas tout à fait. Et c'est pas une fatalité. C'est pas dommage. Ça peut être dommageable, parce que des fois, on y reviendra. Donc déjà comprendre pourquoi on ne se comprend pas, ça peut aider à mieux se comprendre. Mais en même temps, il faut comprendre que cette imperfection-là nourrit la communication. Au fond, c'est parce qu'on ne se comprend pas tout à fait qu'on continue de communiquer. Donc, ce n'est pas un horizon négatif de la communication. C'est au contraire le moteur de la communication. C'est parce qu'on ne se comprend pas tout à fait qu'on continue de communiquer. Et donc, comme on communique, on engendre de la communication, et comme on engendre de la communication, on engendre aussi du désir de mieux se comprendre, et donc de communiquer. En tout cas, c'est dans ce sens-là que j'emploie le terme communication et incommunication, et c'est dans ce sens-là que je dis que la communication parfaite est parfaitement impossible. Mais dans le codage, c'est-à-dire, par exemple, en reprenant ce terme de laïcité, comment on fait pour s'en sortir, en fait ? Comment on fait pour donner une définition commune, pour pouvoir se comprendre ? Ça existe déjà. Déjà, il y a les dictionnaires qui nous permettent de nous mettre d'accord. Mais vous voyez, même dans les dictionnaires enregistrent, il y a des mots nouveaux, etc. Et puis quand on regarde un dictionnaire, ce qui est fascinant, c'est qu'entre le sens original et le sens d'aujourd'hui, il y a eu toute une évolution. Donc nous sommes à la fois possédés par le langage, puisque le français, c'est pas nous qui choisissons les règles du français, il s'impose à nous.
Et moi, parler bien, c'est pas français. Donc je suis obligé de suivre des règles de grammaire. Donc à la fois, nous sommes prisonniers du langage. Même Barthes disait à un moment donné, le langage est fasciste, parce que c'est une structure qui nous emprisonne. Et en même temps, je fais évoluer le langage. Les poètes font évoluer le langage, nous évoluons, le sens, etc. Nous sommes à la fois des porteurs de culture et des créateurs de culture. Et donc, c'est par la communication qu'on arrive à se mettre. Et qu'est-ce qui fait qu'on va se mettre d'accord? Ben, c'est du temps. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps de dire, ben, tiens, par laïcité, voilà, moi, ce que j'entends. Ah ben moi, j'entends plutôt ça. Ah, quels sont nos points d'accord et nos points de désaccord, et est-ce qu'on peut trouver une définition commune, ou une définition qui, pour nous deux, soit... Et un couple, au fond, il passe sa vie à ça, à redéfinir. C'est quand un couple se dit, on va tous dire, qu'est-ce qu'on va dire? Ce matin, je me suis lavé, je me suis gratté le nez, après je me suis brossé les dents, j'ai tout... Ben non. Quand on dit on va tous dire, on sait qu'on se dit des choses très précises, et certainement pas tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire tous dire? Ou quand on dit, il faut être fidèle. Oh ben j'étais fidèle, c'était juste pour le sexe. Mais l'important c'est l'amour. Ben, tout ça, il va falloir des ajustements, du temps, des précisions. Il va falloir que chacun prenne le temps de comprendre où ils sont, où on s'est compris, où on ne s'est pas compris. C'est pour ça que j'insiste beaucoup auprès de mes étudiants que la communication c'est du temps. Il faut du temps pour comprendre où on s'est compris et où on ne s'est pas compris. Et du temps, du coup, pour se mettre d'accord sur ce quoi on a réellement compris. C'est vrai que le temps, il est très présent dans ce livre. À chaque chapitre, on parle du temps. Le temps est une donnée importante pour la compréhension. Dans le deuxième chapitre, alors je suis la trame, l'attention floue et la réception créatrice. La réception, c'est ce que l'on veut nous signifier et vous expliquez notamment qu'une expression claire ne donne pas forcément une réception aboutie. C'est un processus actif, c'est une programmation qui n'est pas rationnelle, c'est une chorégraphie qui se co-construit. Alors qu'est-ce que la réception et comment on peut faire en sorte d'avoir une communication aboutie? Généralement, on enseigne que on prend le schéma émetteur, canal, récepteur, et ce qu'on dit généralement, c'est que si l'émetteur, la personne qui parle, sait ce qu'elle va dire, parle clairement, articule, c'est absolument le contraire de ce que je dis, mais articule, parle fort, parle lentement, se met à la place de la personne à qui elle est en face, si elle utilise le bon moyen de communication, le bon canal, là, il a toutes les chances d'être bien compris. Ce que montrent les études de la réception, c'est pas du tout. Alors évidemment, on est bien d'accord que quelqu'un qui parle trop vite, qui ne sait pas ce qu'il dit, qui mélange tout, etc., il va avoir du mal à être bien compris. Mais de toute façon, il y a, et les études l'ont montré, on a fait des études en sciences de l'information et de la communication qu'on appelle des études en réception. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens, pas seulement vous aimez ou vous n'aimez pas, mais qu'est-ce que vous avez compris du message. Et on s'est aperçu au fond qu'il y a 3 grandes catégories de réception. Et c'est un auteur qui s'appelle Stuart Hall, des Cultural Studies, qui a montré ça. La première, c'est, je vais prendre l'exemple, c'était que je prenais beaucoup avec les étudiants, c'était au moment de la première guerre en Irak. Quand Bush Junior nous disait, Saddam Hussein a des armes de destruction massive et il faut aller faire la guerre en Irak. Beaucoup d'Américains disent, oui, il faut aller faire la guerre en Irak. Donc ça, c'est, on reçoit le message, on comprend l'essentiel du message et on est d'accord avec le message au moment même du décodage. Deuxième type de réception, c'est se dire, oui, Saddam Hussein, c'est un sale type, bon, il a sans doute des armes chimiques, mais il ne faut pas rigoler, il n'a pas le nucléaire, mais bon, il faut quand même faire la guerre. Donc c'est une mise à distance, c'est une critique du message, une interprétation personnelle du message, mais on ne le remet pas en cause. Et puis la troisième réception, c'est ce qu'on appelle une réception opposée. Le deuxième type de réception, c'est une réception négociée. La réception opposée, c'est se dire,
Au fond, ce que veulent les Américains, c'est juste aller chercher le pétrole irakien. Tout ça, c'est qu'un prétexte. Et vous savez, et c'est très difficile. Vous savez très bien que quand on accuse quelqu'un d'avoir fait quelque chose, s'il se défend, les gens vont le croire, mais s'il se défend, les gens disent bah, s'il se défend, c'est que c'est vrai. Et donc, il y a toujours des gens, quoi qu'on dise, qui ont cette réception opposée à ce qu'on dit. Si tu te défends, si tu me dis que c'est pas vrai, c'est qu'au fond, c'est vrai. Et ça, on n'y peut rien, c'est la liberté de la personne. Nous ne pouvons pas empêcher la personne de penser ce qu'elle pense. Et c'est toute la limite de la communication. Si, par exemple, je suis en train de parler, et j'essaie d'expliquer ce que c'est que la réception. Pour être sûr d'être compris, si, en tout cas, ce que vous avez compris est conforme à ce que je voulais dire, la seule manière de le faire, c'est de dire « Est-ce que vous avez compris ?» Donc, je pose la question « Est-ce que vous avez compris ?» Donc, ceux qui ont compris lèvent le doigt. Donc, vous levez le doigt. Mais je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Parce que je ne suis pas dans votre cerveau. Vous pouvez dire, putain, je ne vais pas passer pour un con, je me lave la main, ou il me casse les couilles, ou tiens, je vais faire l'intéressant, ou je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête. En ce moment, vous êtes en train de dire, qu'est-ce qu'il est beau et intelligent, ou qu'est-ce qui fait chier ce con, ou qu'est-ce que je vais manger ce soir, ou tiens, ça me fait penser au film que j'ai vu, etc. Je n'ai pas accès à votre tête. C'est ce que, en philosophie de la communication, qu'est-ce que ça s'appelle Pierre Olivier, qui s'appelle l'indécidabilité. On ne sait jamais si on a été compris. On est obligé de faire confiance. La personne vous dit oui, j'ai compris, ben vous êtes obligé. Alors c'est pour ça que les enseignants, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font des petites interrogations. Parce que il ne suffit pas que les étudiants disent on a compris pour qu'on s'aperçoive que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, pourquoi on ne se comprend pas? Parce qu'on est libre. On est libre de dire blanc et de penser noir. Et si on n'était pas libre, si j'accédais à votre cerveau, si chacun accédait au cerveau des autres, ça serait l'enfer. On serait rentré dans l'enfer, c'est les autres diraient ça. Ben oui, puisque on ne peut plus rien faire puisqu'on n'a plus de pensée libre. Mais à partir du moment où on admet la liberté de l'autre, on doit bien admettre que si la communication est indécidable, je ne sais jamais si j'ai été compris ou pas. Et donc du coup, comme on sait que les réceptions existent et qu'on est tous différents, le seul pari intelligent qu'on peut faire, c'est que je n'ai pas été tout à fait compris. J'ai été suffisamment compris, mais peut-être pas tout à fait. Et je ne peux pas être parfaitement compris, parce que la seule manière d'être parfaitement compris, c'est de restreindre la liberté de l'autre. C'est de lui dire, ce mot-ci, il se dit comme ça et pas autre chose. Et ce que je dis, tu dois y penser ça et pas autre chose. Et donc quand on réduit la liberté, c'est ce que donne des ordres. Passe-moi le sel, évidemment, tout le monde comprend. Quoique, regardez, à mon moment, passe-moi le sel, on va dire, je suis pas ton chien. Donc vous voyez, c'est compliqué. Et vous voyez que dès qu'à partir du moment où on respecte la liberté de l'autre, on rentre dans une situation indécidable et on accepte que l'autre mette sous les mots des choses que l'on ne met pas. Et donc on doit même admettre que je dis blanc et que l'autre dit bah, il dit noir. C'est ça la liberté, c'est ça la difficulté de la communication. J'aimerais que tu précises ces trois qualités auxquelles tu fais référence dans ce livre. Enfin, les qualités humaines, les trois qualités humaines que nous avons du mal à mobiliser dans l'art du discours, l'intropathie, la sympathie et l'empathie. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Oui, j'avais peur que la question passe là-dessus, parce que c'est... Mais l'intropathie, c'est la capacité à se projeter, enfin, tout ça tourne autour de l'idée de se mettre à la place de l'autre en sachant qu'on ne peut pas être à la place de l'autre. Que, évidemment, si vous avez un invité, vous êtes en programme des jeunes ou un programme Erasmus, vous avez votre copine qui vient des États-Unis, vous allez essayer de parler plus lentement en français, pas utiliser trop de mots d'argot, vous allez faire attention, comme aux États-Unis on ne s'embrasse pas, de ne pas lui faire la bise, etc. Donc vous allez essayer de vous mettre à la place. Ça, c'est plutôt une qualité. Mais si on pense qu'on se met à la place de l'autre, ben, au fond, on réduit l'autre.
On réduit l'autre à nous-mêmes. On se dit que l'autre est comme nous. Il faut quand même garder une idée que l'autre est différent de nous. Donc il faut quand même à la fois se faire une idée du public auquel on va discuter, réfléchir sur comment moi, quels sont mes préjugés, quels sont mes... tiens, c'est une femme africaine, c'est un Américain, c'est un footballeur, c'est un rugbyman. En ce moment, c'est bien de parler de rugbyman. C'est un rugbyman, donc on se fait un certain nombre de représentations. Et donc il faut être au clair avec ça. Il faut être au clair à essayer du coup d'en parler, mais il faut être aussi savoir que ce qu'on va projeter de la personne n'est pas la personne. Et donc si on ne fait aucun effort, si on ne fait pas cet effort de se mettre à la place donc de nouer des rapports cordiaux avec la personne en se mettant à sa place, en ayant réfléchi sur soi-même, si on ne fait pas cet effort, on a toutes les chances d'avoir une incompréhension maximum. Mais aussi, et c'est le piège, si on est trop sûr de soi, si on se dit là, j'ai bien réfléchi sur moi, j'ai bien eu la bonne distance amicale et je me suis bien mis à la place de l'autre, donc je suis compris parfaitement, ben là aussi on se plante. C'est pour ça que je dis que la communication, j'ai dit, c'est du temps, parce qu'il faut du temps, du coup, pour savoir tout ça, le bon équilibre. Mais c'est aussi une question d'espace, parce que c'est une question de bonne distance. Il faut toujours faire la bonne distance entre le même qui est en l'autre, si je ne vois pas dans l'autre le même que moi, c'est-à-dire la personne qui a la même capacité, la même liberté que moi, la même intelligence que moi, la même humanité que moi, ben, je rentre dans des rapports de domination. Et si j'oublie que moi-même je suis autre, je est un autre, disait Rabot, si j'oublie que je ne me comprends pas tout à fait, que je ne sais même pas qui je suis, comment voulez-vous que je me mette à la place de l'autre? Je ne sais même pas qui je suis totalement. Je jongle avec plusieurs identités, une identité professionnelle, religieuse, sexuelle, biologique, locale, politique. Donc je jongle avec tout ça, et donc je ne sais même pas qui je suis. Et des fois, il y a des mots qui sortent, je ne sais même pas pourquoi ils sortent. Et des fois, je m'énerve, on dit, tu comprends bien ce que je dis? Je ne suis pas foutu de parler clairement, et je m'énerve parce que l'autre ne comprend pas. Vous voyez? Et donc c'est ça, c'est cette tension, cet équilibre qu'il faut trouver. On est toujours à chercher la même distance. C'est pour ça que je parle de danse relationnelle. C'est trouver la bonne distance, ni trop près, ni trop loin. Si on est trop près, c'est la fusion, c'est la communion. Et quand on communie, ben c'est la fusion, c'est la disparition de la liberté de l'autre, de la liberté de chacun, de tout le monde. Et si on est dans l'altérité radicale, on ne se comprendra jamais. L'altérité radicale aboutit souvent à l'ex-communication. Tu n'es qu'un animal, tu n'es qu'un sot, tu es moins qu'un ennemi. Tu es regardé dans les réseaux sociaux numériques, tu es un troll. C'est hyper violent, un troll. C'est un infra-humain. Donc, la communication, c'est cette danse relationnelle, cette recherche permanente de nouer des liens sympathiques avec l'empathie, c'est-à-dire la capacité à se projeter à la place de l'autre, et l'intropathie, la capacité en soi-même à faire vivre l'autre. Et en ça, tu mets en avant que la communication peut être un enjeu de pouvoir. C'est-à-dire que tu parles de subalterne dans la communication et comment on invisibilise dans la communication des personnes qu'on détermine comme étant subalternes. La communication, et c'est pour ça que à la fois on en veut tous et qu'à la fois on la fuit, c'est que dans toute communication, il y a un enjeu qui est l'identité. Par exemple, moi je dis à ma fille, tu sortes, je lui disais, parce qu'on en a 25 ans, je lui disais, tu ne prendras pas ma voiture ce soir, parce que tu n'as pas assez travaillé à l'école. Et elle me dit, et elle me dit, mais pourquoi? Parce que tu es ma fille, tu m'obéis. Elle me dit, je ne suis pas ta fille, je suis adulte. Oui. De même que, vous voyez, ce conflit d'identité, t'es qui? Regardez pour tous les conflits, vous êtes mes employés. Oh ben non, nous sommes des êtres humains. Vous êtes des personnes qui n'avaient pas à être sur ce territoire-là. Vous n'avez pas la carte, vous n'êtes pas né en France, vous n'avez pas le droit de venir en France, donc vous allez crever dans la Méditerranée. Ben non, on est des êtres humains. On est des réfugiés.
Et toute communication, dans toute communication, on définit. Au fond, l'identité, c'est quoi? C'est la somme des communications. On a appris, vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous êtes beau, vous êtes intelligent, vous êtes con, vous êtes... Il y a Stuart Hall qui disait... Stuart Hall, il faut le savoir, je l'ai cité, c'est le premier professeur anglais noir de l'université à être professeur à l'université. Et il est jamaïcain. Et il a dit, j'ai découvert que j'étais noir quand je suis venu en Angleterre. Quand j'étais en Jamaïque, personne ne me disait que j'étais noir. Il a fallu que j'arrive en Angleterre pour dire, vous les noirs, ah bon, je fais partie de cette communauté-là. Voilà, donc l'identité est toujours un enjeu de communication. Et définir l'identité de l'autre, c'est important. Définir qui est citoyen ou pas citoyen? Regardez tout l'enjeu des femmes, c'était de se définir comme être humain et non pas comme subalterne, dominé par le mari. Je vous rappelle que jusqu'à les années 70, pour qu'une femme fasse un chèque, il fallait qu'elle passe par son mari pour avoir ouvrir un compte bancaire. Non, l'égalité, nous sommes, déclaration de l'homme et du citoyen, l'homme de gauche de la citoyenne. Alors maintenant on dit déclaration des êtres humains, mais vous voyez, c'est bien l'enjeu. Est-ce que c'est l'homme, ou est-ce que c'est l'être humain, ou est-ce que c'est la femme? Et donc du coup, c'est passionnant de redéfinir son identité, mais c'est fatigant. Alors que du coup, quand vous êtes sur un réseau social, c'est facile. Alors, pour moi, j'ai 25 ans, je suis grand, je suis blond, je parle très bien, je dis jamais de gros mots, enfin voilà. Et puis je discute, et puis si la personne, à un moment donné, j'y arrive plus, je zappe. J'appuie sur le bouton, delete, et puis c'est fini. Alors que quand la personne est en face de vous, et vous dit, toi t'es un sale machiste, il va falloir que tu changes parce que ça va pas se passer, vous n'êtes pas bien. Non, pourtant je suis sympa, pourtant j'ai fait la vaisselle, oui, une fois par an. Donc vous voyez, dans la communication, il y a des enjeux de pouvoir, bien sûr. Je ne rentrerai pas dans la communication politique, etc. Mais dans la communication, il y a cette définition, il y a cet enjeu de l'identité. Et c'est pour ça qu'on a besoin du contact avec les autres, parce que tout seul sur une île déserte, on ne sait pas qui on est. Mais cette identité-là, les autres vous donnent une identité qui ne vous fait pas forcément plaisir. Et donc c'est une bataille à chaque fois. Et c'est pour ça qu'à la fois on en a besoin, mais qu'à la fois on la fuit. Et qu'évidemment, dès qu'on a un peu de distance, dès qu'on est dans cette quête identitaire à partir des réseaux sociaux, c'est plus facile. Donc on va arriver au 13e chapitre. C'est un chapitre qui m'a le plus intéressé, puisqu'il met en avant les singularités, nos identités, nos réalités, nos temporalités, ainsi que des outils numériques, on verra ça plus tard. Mais comment l'appartenance à la même humanité permet-elle de construire une signification commune? Comment Oui, ce que je raconte, c'est que nous appartenons à la même humanité, mais nous n'habitons pas le même monde. La même humanité, ça nous permet de construire, de nous comprendre. Regardez Tarzan, Jane et Tarzan. Quand on y réfléchit, il n'y a pas plus opposé. Il y a quelqu'un, un singe, presque un demi-singe, il est devenu élevé par les singes, il court de l'âne en âne, etc. Et de l'autre côté, il y a une lady anglaise. Comment ils arrivent à sympathiser? Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Ils sont debout côte à côte, et par le corps, elle dit « Moi, Jane, toi, Tarzan ». Les neurones ont un peu du mal à se connecter, mais au bout d'un moment, il dit « Moi, Tarzan, toi, Jane ». Et donc, on a la même humanité, et à partir du moment où on est la même humanité, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à se comprendre. Mais on ne se comprend jamais tout à fait, parce qu'on n'habite pas le même monde. Parce qu'aujourd'hui, habiter aux Minguettes, ou habiter au 16e à Paris, c'est pas la même chose. Et habiter en France, quand on est une femme, ou habiter en Afghanistan, c'est pas la même chose. Habiter dans les pays riches ou habiter dans les pays pauvres, ce n'est pas la même chose. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Habiter à la campagne ou habiter dans une mégalopole, c'est pas la même chose. Ou même habiter quand on habite dans une métropole, habiter Paris. Moi je suis arrivé à Paris, putain, c'est grand, c'est arrivé de ma campagne.
Après, j'ai vu Shanghai, j'ai vu Sao Paulo, pareil, c'est petit, rien du tout. Donc, nous avons tous tendance, nous venons avec notre monde, le monde que nous construisons, et nous avons l'impression que nous habitons tous le même monde. Pas du tout. Nous vivons sur une seule terre qu'il faut préserver, mais nous habitons dans des mondes fondamentalement différents. Et donc, d'un côté, il n'y a aucune raison que nous n'arrivons pas à nous comprendre, que nous n'arrivons pas à communiquer, mais de l'autre, c'est très difficile. Et on voit bien en France avec les banlieues comme quoi on n'y arrive pas. À partir du moment où on est stigmatisé, enfin voilà, on n'y arrive plus. Mais c'est fondamentalement, nous ne voyons pas le même monde. Nous n'habitons pas le même monde. Donc là aussi, il y a communication parce qu'il y a même humanité, et il y a incommunication parce que ce n'est pas le même monde que nous vivons, que nous éprouvons dans notre chair, mais dans nos sens. Pas simplement intellectuellement, dans nos sens. Vivre comme je le fais à Grand-Riff, ça n'a rien à voir avec ce que quand j'habitais rue du Port, qui n'a rien à voir qu'à habiter à Sao Paulo, à Shanghai, ou en ce moment en Ukraine. C'est pas du tout. On sait bien qu'il y a la guerre en Ukraine. Simplement être sous les bombes, ou être ici, en parler à la tribune, c'est pas du tout le même monde. Et moi je parle avec ma mère qui avait vécu la guerre, quelqu'un qui a vécu la guerre, quelqu'un qui n'a pas vécu. On sait ce que ça existe, etc. Mais c'est pas le même monde. Il y a des moments où on se comprend pas. Elle me dit, tu peux pas comprendre, t'as pas vécu ça. Ben oui. J'ai pas vécu ça, donc je peux pas comprendre. Et ça, faut l'admettre. Mais en même temps, comme il y a comme une humanité, on peut quand même faire des efforts pour essayer d'avoir un minimum de sens et d'avancer ensemble. Et qu'est-ce que c'est alors dans cette suite-là, les monades simples et les monades sensibles? C'est très intéressant. Donc ça, c'est pas moi, c'est l'ami Spinoza qui... Et c'est un peu repris avec l'économie, ça va voir un peu à ce que nous disent les économistes. Qu'est-ce que nous disent les économistes? Ils nous disent que c'est quoi la société? La société, c'est un ensemble d'individus. C'est la somme des individus. Et c'est quoi un individu? C'est un être égoïste. Spinoza disait que nous sommes des monades, c'est-à-dire que nous sommes totalement irréductibles les uns aux autres, et nous avons une puissance d'agir. Nous voulons augmenter notre puissance d'agir. C'est ça qui nous guide, c'est augmenter notre puissance d'agir. Ce qu'on peut, Spinoza dit pas ça, mais en gros, interprété par Smith et les économistes, ça veut dire l'homme est un loup pour l'homme, il est prêt, l'homme n'est intéressé que par ses propres intérêts, et c'est ça qui fait la société, puisque Smith dit, c'est pas ce qu'on attend du boucher, c'est pas qu'il soit sympa, c'est qu'il fasse de la bonne viande. Ce qu'on attend du boulanger, c'est pas qu'il soit sympa, c'est qu'il fasse du bon pain. Ce qu'on entend d'un enseignant, c'est pas qu'il soit sympa, c'est qu'il fasse du bon enseignement. Donc chacun, en poursuivant son intérêt égoïste, va permettre le bonheur de tous. Et on a tendance et du coup, on a tendance à penser l'économie comme ça. Alors, vous voyez que l'être humain est un peu plus compliqué que ça. Mais à la fois, nous sommes des êtres sociaux, et donc nous avons une dimension sociale. Par exemple, je parle en français, je suis auvergnat, donc j'ai une manière de comprendre et d'appréhender le monde à partir de l'Auvergne. De toute façon, le monde, c'est quoi? C'est un peu de terre autour d'Auvergne, tout le monde le sait, c'est rien d'autre que ça. Donc, je suis un être social, et je suis la somme des relations des gens que j'ai rencontrés. Mais en même temps, il y a quelque chose en moi qui est irréductible, que vous ne pouvez pas atteindre, qui se passe à l'intérieur de mon cerveau, que moi-même je n'atteins pas. Puisqu'il y a toujours l'inconscient, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on est. Et cette force-là, elle est irréductible et on n'arrive pas à la comprendre, puisque l'autre ne peut pas la comprendre, puisqu'on ne se la comprend pas nous-mêmes. Et donc là aussi, la communication, c'est cette tension entre cette part sociale, cette identité sociale que nous avons tous, ces règles sociales que nous partageons plus ou moins, et cette irréductible individualité qui nous conduit par le bout du nez. Et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à se comprendre totalement. Alors, tu dis dans le chapitre que la communication n'est pas uniquement la construction commune d'un sens partagé,
c'est une relation qui obéit à des règles sociales, des règles culturelles. Donc comment si les aspects culturels agissent dans la compréhension, comment s'affranchir en fait de ces règles culturelles? Parce que c'est possible. Ben, c'est à la fois, là aussi, les règles culturelles, c'est un avantage et un inconvénient. Un apport, ben, je ne sais pas, ça vous est sans doute arrivé, avant le Covid, on se faisait la bise. Et souvent, moi j'arrivais à Aurillac, et ben, je faisais 2 bises, on me disait, peut-être pas d'ici, parce que c'était 3. Et il y a clairement 2 bises. Personne n'a défini, il n'y a personne, c'est pas le maire, c'est pas Bianchi qui a dit, clairement on se fait 2 bises. Et le maire d'Aurillac qui a dit, à Aurillac on se fait 3 bises. Il y a des règles sociales, on ne sait pas, c'est comme. Et puis aux États-Unis, on s'en fait pour c'est pas de bises. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est des règles sociales qu'on suit, et du coup ça facilite la communication, puisque on se dit bonjour facilement, on a les codes, et donc les règles culturelles auxquelles on obéit, c'est des normes, des routines qui facilitent la communication. On sait comment se comporter en soirée, on sait que quand on est invité, il faut ouvrir une bouteille, etc. Voilà, c'est assez facile. Évidemment, ça devient plus difficile dans un monde globalisé où des gens de cultures différentes arrivent. Et là où ça se complique, c'est que nous avons nous-mêmes d'autres cultures. Nous ne sommes plus dans des places définies où le fils du boucher, où le boucher allait avoir son fils, le fils il sera boucher, et le fils du boucher serait fils du boucher, et il était dans tel village et il resterait dans tel village. Aujourd'hui, nous avons bougé, nous avons voyagé, nous changeons de métier, nous changeons de village, nous pouvons changer de religion, changeons de pays, changeons de nationalité, on peut même changer d'identité biologique. Donc du coup, notre identité est ouverte. Et là, je suis en train de me perdre. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter ? Le respect culturel. Voilà. Et donc, nous avons plusieurs cultures. Nous ne sommes pas porteurs d'une culture, nous sommes porteurs de plusieurs cultures. Et du coup, nous ne savons pas, quand on est invité, là, je prends un des exemples dans le livre d'Incommunication, où il y a plusieurs étudiantes qui sont en Infocom, et elle reçoit une soirée, et ça clash entre les copines parce qu'il n'y a pas d'alcool. Et il n'y a pas d'alcool, on te dit, tu penses que c'est parce que je suis musulmane, enfin que j'ai un prénom maghrébin, et donc tu penses que je suis musulmane, et donc tu penses que je ne bois pas d'alcool. Et l'autre lui dit, non, c'est juste que moi je ne bois pas d'alcool. Mais vous voyez bien les incompréhensions que ça avait, les culturels, parce que culturellement, normalement, les étudiants, ça boit. Voilà. Mais dès qu'on s'affranchit de ces règles culturelles, ça devient compliqué. Et donc, qu'est-ce qui permet? Mais je vous l'ai dit, la culture n'est pas définitive, ça évolue. La culture française d'aujourd'hui et celle de 1918 n'a rien à voir. Et donc, c'est le temps. Comment on arrive à construire de nouvelles règles? En prenant le temps. Et justement, quand on est des amis, on arrive à dire, voilà, ça se passe. On se frotte un peu, on se heurte un peu, on a besoin de construire nos désaccords, de se dire, voilà. Mais il faut se dire les choses. Si on ne se dit pas les choses, on n'avance pas. Mais en se disant les choses, petit à petit, on arrive à comprendre les règles. On arrive à sortir des malentendus, des critiques. Et c'est ça qui est intéressant. Et justement, on arrive à construire des règles qui sont propres à une communauté d'amis, à une culture. Évidemment, la difficulté, c'est quand on arrive dans les relations sociales, ça va à peu près, mais quand on arrive à la France ou à l'Europe. Comment on fait pour construire l'Europe quand on est aussi différent? Il faut prendre le temps. Pareil. Il faut discuter et prendre le temps. Et on arrive à une aporie, l'aporie de la démocratie. Et c'est ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on sait qu'il est urgent de changer de modèle, que si on continue comme ça, non pas la planète ne va pas disparaître, mais les conditions l'humanité va disparaître. Nous sommes en train de détruire les conditions d'habitabilité de la planète. Donc on sait qu'il faut changer très vite, mais on sait aussi que pour que tout le monde change, comprenne et parvienne à changement, il va falloir beaucoup, beaucoup de temps et une intelligence collective. Et donc on est dans cette aporie là. Et évidemment, le choix de passer en force, et voilà, on a toutes les chances du coup d'arriver sur des dictatures vertes où les gilets jaunes vont augmenter l'essence, etc. Donc oui, c'est pour ça que ces questions de communication sont importantes. Mais qu'est-ce que dit... je relisais quelqu'un qui s'appelle Jacques Rancière, qui beaucoup travaille sur l'enseignement, qui utilise rarement le mot de communication dans ses écrits.
mais qui parle beaucoup de démocratie. Et il dit la démocratie n'a aucune nécessité en elle-même. La démocratie, c'est pas respecter les règles, c'est sans cesse redéfinir les règles. C'est sans cesse remettre en cause les places et les tâches de chacun. La démocratie, c'est pas des institutions, c'est pas le vote. La démocratie, c'est des actes. Et l'acte excellence par la démocratie, si la démocratie, c'est maintenir la liberté et l'égalité, la tension entre liberté et égalité quand c'est obtenu, qu'est-ce qui permet de maintenir la tension entre liberté et l'égalité? C'est justement la communication. Puisque tel que j'ai défini, la communication, c'est construire du sens entre égaux, en respectant la liberté de chacun. Donc au fond, à chaque fois que nous communiquons, y compris pour dire « je ne suis pas d'accord avec toi », nous renforçons la démocratie. À chaque fois que nous nous taisons, à chaque fois que nous n'osons pas prendre la parole, à chaque fois que nous n'osons pas exprimer ce que l'on pense, et pas simplement exprimer, échanger avec l'autre. Parce que ça, c'est... bon, je referme la parenthèse, mais à chaque fois, la communication, c'est l'acte qui maintient la démocratie. C'est une des leçons d'Athènes. Athènes, ça fonctionnait, parce que c'était petit, parce qu'il y avait les esclaves, etc., mais ça fonctionnait aussi parce que tout le monde savait ce que c'était que la démocratie. Tout le monde la faisait vivre au quotidien. Il n'y avait pas besoin d'avoir un journal, des informations, de médias, etc., ça n'existait pas. Tous les attaques. Alors, il y avait 250 000 personnes à Athènes, il y avait 40 000 citoyens. Les 40 000 citoyens savaient discuter tous les jours entre eux, etc. Ben, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est des actes, et l'acte qui permet de régénérer la démocratie, c'est la communication. Après, je termine sur l'expression. Le problème de l'expression, c'est justement, on dit, les réseaux sociaux numériques ont favorisé l'expression. C'est vrai, ça a permis à tout le monde de s'exprimer, et ça, c'est plutôt bien. Et en plus, c'est l'égalité de parole. Tout le monde peut prendre la parole dans l'espace public. Donc ça, c'est plutôt bien, ça renforce la démocratie. Mais d'un autre côté, il y a un chanteur qui disait « Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde ». L'expression, c'est pareil. Tout le monde veut s'exprimer. Je ne connais pas une personne qui ne veut pas s'exprimer. Tout le monde veut s'exprimer, mais personne n'est prêt à écouter tout le monde. Résultat, cacophonie généralisée. Plus personne n'entend rien. On est dans un vacarme assourdissant où plus personne n'entend rien et donc ne comprend rien. Alors, j'ai encore deux questions et ensuite vous allez pouvoir conclure. J'aimerais que tu développes cette idée de temps qui est très important, le temps médiatique, le temps politique, le temps public, qui est souvent contradictoire et qui ne nous permet pas en fait de communiquer. Oui, donc si on part du principe que la communication c'est du temps, c'est-à-dire du temps pour comprendre où on s'est compris et où on ne s'est pas compris, on s'aperçoit que cette temporalité, elles sont différentes d'un individu à un autre, et elles sont différentes aussi d'un groupe à un autre, et ça va dépendre si on se connaît bien ou pas, si on se connaît depuis 50 ans, si on vient de se voir, si on appartient à la même culture ou pas, etc. Or, on est dans une société où le temps est homogénéisé. On a un temps global pour tous, hein, c'est ce qui permet aux marchandises d'arriver. Imaginez que la Chine, la France, le Maroc, le Brésil aient des horaires différents, la société ne fonctionne plus, il n'y a plus rien qui arrive. Il a fallu un temps homogène. Ce temps, ça permet aussi de calculer la productivité du travail. Et donc, plus on augmente la productivité du travail, plus on fait des bénéfices, plus on peut accumuler du capital, et plus on peut accumuler du capital, plus on peut trouver des machines qui vont augmenter la productivité. Voilà dans le système dans lequel on est. Donc on est dans un système où, assez paradoxalement, plus on a des machines qui travaillent pour nous, plus on a des machines qui font des activités vite, et moins on a le temps. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus débordé qu'un retraité. Le retraité n'a plus le temps. Il est débordé en permanence. Un étudiant n'a plus le temps. Il est débordé en permanence. Un ado n'a plus le temps. Un professionnel n'a plus le temps.
Pourtant, si on regarde avec recul, si on regarde les données, on voit que le temps consacré au travail dans nos vies a reculé. Que avant les enfants travaillaient à 8, 10, 12 ans, maintenant ils travaillent à 18, 20, 22, pour mon cas à 26 ans. Il y a la retraite, la diminution des journées de travail, etc. Donc normalement, on devrait avoir beaucoup plus de temps. Et on a de moins en moins. On est dans ce que le philosophe allemand et sociologue Hartmut Rosa nomme l'accélération. Pourquoi? Tout simplement parce que time is money. Le temps, c'est de l'argent. Aujourd'hui, il faut savoir, vous avez des ordinateurs à haute fréquence qui font du trading à haute fréquence qui sont calqués sur l'horloge atomique. C'est-à-dire 1 nanoseconde vaut de l'argent. Et il y a d'ailleurs quelqu'un qui a écrit un très beau bouquin que je vous conseille de lire, qui s'appelle Frédéric Verlat, qui a écrit « Pour résister au capitalisme, faisons la sieste ». Rien que faire la sieste, non pas pour être plus performant, mais pour arrêter la machine. Et il énonce une voie. Comment tout bloquer le système? C'est facile. Il faut que chacun arrive en retard. Mais pas à la même heure. Mais imaginez, ça commence par le mec qui va au train, il arrive en retard. La personne qui fait l'école arrive, qui fait la garderie à l'école arrive en retard. Tout le monde arrive en retard, la société elle est bloquée. Donc le temps est un facteur fondamental de la société dans laquelle on est. Et ce temps s'accélère en permanence. Et il s'accélère en particulier, vous avez bien vu avec les médias. Avant, vous avez votre journal quotidien, maintenant, vous avez toutes les minutes, vous avez les informations qui se rafraîchissent. Et donc, vous avez un temps, vous avez le temps de chacun d'entre nous, de nos vies. Vous avez le temps de la planète, vous avez le temps biologique, le temps de la planète qui est un temps long. Pour reconstruire une forêt, il faut du temps. On le voit bien, pour évacuer toutes les saloperies que l'homme met dans la mer, il faut du temps. Donc vous avez ce temps biologique. Vous avez ce temps humain, ce temps nous qui est très subjectif. Puisque là, peut-être que la conférence, ceux qui ont aimé vont dire c'est passé super vite, et donc putain, ça finit pas, c'est quand est-ce que c'est terminé, ça fait 2 heures que je me fais chier. Voilà. Donc il y a ces temps subjectifs humains. Puis vous avez le temps politique qui se raccourcit aussi, hein, on était sur des 7 ans, on est à 5 ans, aux États-Unis à 4 ans. Et puis vous avez ce temps médiatique qui est aujourd'hui à la seconde près. Hein, dès qu'il y a un truc, voilà, ah merde, on s'est trompé, mais voilà. Et donc ces temps ne concordent plus. Et ces temps contribuent, notamment le temps médiatique et le temps technologique, contribuent à cette accélération. Et qu'est-ce que ça fait l'accélération? Ça fait qu'on est en permanence dans l'urgence. Et dans l'urgence, j'avais discuté un peu avec quelqu'un qui s'appelle Ronnie Broman, et moi je lui disais, fier de moi, la meilleure façon de construire l'intelligence collective, c'est la démocratie. Il me regarde, il me dit, pas toujours. Ah bon? Il me dit, bah non. Moi, quand j'interviens dans l'urgence, dans l'humanitaire, quand je fais de la médecine de guerre, je dis, si cette personne-là, on la sauve, celle-là, on la sauve pas, là, j'ai besoin de telle piqûre, j'ai besoin de tel truc, etc. Moi, je ne veux pas que mes infirmières elles discutent, etc. Elles m'obéissent, elles vont vite, et après, on débriefe. Mais dans l'urgence, la meilleure façon de procéder, c'est l'autocratie. Et ça fait 5 ans qu'on est en état d'urgence en France. Dans l'urgence, on n'a pas le temps de réfléchir. On réagit, soit avec l'émotion, le plus souvent avec les tripes, soit avec la violence, etc. Mais on ne fait pas l'effort de comprendre ce qu'on a compris et ce qu'on n'a pas compris. Plus on va vite, moins on comprend ce qui se passe. Moins on a le temps de réfléchir. La vitesse et la réflexion sont opposées. Et donc quand on a ces temps qui se contredisent, on rentre dans une confusion du temps, on rentre dans une accélération qui fait qu'on ne comprend plus rien. D'où ce sentiment qu'on appelle l'acratie, qui est ce sentiment, ça va pas, mais je ne sais pas quoi faire et je ne peux rien faire, et en plus j'ai pas le temps de le faire. Hein? Et par exemple, souvent, dans les milieux militants, que je fréquente beaucoup, on va me dire, tiens, on va lutter contre le capitalisme. Ok, tiens, on va faire une réunion Zoom. Ah. Et où on va faire un Google Drive. Tiens, Google Drive, c'est pas les GAFAM, c'est pas capitaliste, ça. Ah bah ouais, mais tout le monde n'a pas le temps. Ah bah ouais, tout le monde n'a pas le temps. Effectivement, ça prend du temps de chercher des logiciels libres, d'apprendre ces nouveaux logiciels libres, ça prend du temps de se déplacer. Voilà. Et on est dans cette contradiction. Donc j'insiste beaucoup sur le temps,
Parce que le temps, au fond, c'est la construction d'intelligence collective qui s'oppose à cette instantanéité de la connexion. Et je distingue fortement connexion et communication. La connexion, c'est justement l'instantanéité, la simultanéité, l'absence de réflexion. Et donc la connexion peut être nécessaire. Pendant le Covid, moi j'étais très content d'être en connexion avec mes filles qui étaient en Espagne, une en Espagne, l'autre je ne sais pas trop, donc j'étais très content d'être connecté avec elles. Mais j'étais encore plus content quand j'ai pu les serrer dans les bras. C'est ça la communication. Et donc il ne faut pas confondre connexion et communication. La connexion, ça peut être ça permet de vaincre la non-communication. Mais la connexion, comme elle accélère, elle augmente l'incommunication. Elle augmente cette part incompressible de la communication parce que ça va vite. Regardez, la meilleure machine, si vous voulez vous engueuler avec quelqu'un, envoyez-lui un mail. C'est radical. Ou un SMS. Parce que et si vous êtes fâché avec quelqu'un, si vous voulez essayer de se remettre avec lui, c'est pas par SMS, pas par mail, il faut le revoir en face. D'ailleurs, vous le savez, c'est comme ça qu'on fait. On renvoie la personne et on va prendre le temps. On dit tiens, on va passer 2 heures et on va essayer de mettre tout à plat et de se remettre ensemble. Donc oui, c'est contradiction. Le temps est vraiment important. Alors, il y a un chapitre très intéressant sur le GAFAM, tu pourras revenir dessus, mais moi j'aimerais bien que tu définisses ce que c'est que l'intelligence collective. Alors tu es enseignant comme moi, tu as déjà fait des réunions et on a du mal à comprendre cette intelligence collective. Qu'est-ce que c'est en fait l'intelligence collective est-ce que c'est 10 personnes qui se réunissent et qui réfléchissent? Alors je pense que la rédaction de CNews ou la rédaction de l'UMA sont persuadés d'avoir une intelligence collective. Qu'est-ce que c'est alors? Comment tu la définis? Alors évidemment, il n'y a pas de critères, de normativité en disant etc. Mais l'intelligence collective, c'est quand émerge un sens collectif qui n'aurait pas émergé si chacun d'entre nous poursuivait sa propre réflexion. L'exemple que je prends tout le temps, c'est celui d'une colocation. Il y a 4 personnes en coloc, il y en a une qui aime le hard rock, l'autre qui aime le jazz, l'autre qui aime la musique classique, et le dernier qui aime le silence. Soit chacun se dit je continue dans ce que je fais, et donc du coup, j'écoute la musique que je veux, à l'heure que je veux. Hein, c'est ma liberté, c'est ma chambre, je fais ce que je veux. Et donc il y aura une cacophonie générale, et celui qui aime le silence, il va devenir fou. Soit au moins, à un moment donné, les gens se rencontrent et disant bon, on n'est pas d'accord. Alors s'ils commencent à dire toi ta musique, c'est pas ta musique, ou la musique c'est de la merde, ça va pas arriver. Si on commence à dire on n'est pas d'accord, sur l'importance de la musique ou sur ce que c'est que la bonne musique, on ne sera pas d'accord, donc on ne va pas rentrer dans ce débat-là. On va juste rentrer dans le fait de comment on fait pour que chacun vive bien. Mais dans ce cas-là, très vite, quand on parle comme ça, il y a 2 solutions qui vont émerger. La première, les créneaux horaires. On va mettre des créneaux horaires où il y aura de la musique, où quelqu'un écoutera le rock, l'autre le hard rock, l'autre la musique classique, l'autre le jazz, et l'autre aura ses plages de silence. On dira qu'entre 22h et 6h du matin, et voilà. Ou alors, on va se collectivement acheter des casques, et chacun aura son casque. C'est ça l'intelligence collective. Elle se crée par l'opposition. Elle se crée par la construction des désaccords. En partant du principe qu'on n'est pas d'accord. Et pourquoi on n'est pas d'accord au fond? Parce qu'on ne se comprend pas. Pour être parfaitement d'accord, il faudrait se comprendre parfaitement. Comme je pars du principe, j'espère vous l'avoir en tout cas insufflé l'idée qu'on ne se comprend pas tout à fait, et que c'est tant mieux, et si on ne se comprend pas tout à fait, on ne peut pas être tout à fait d'accord. Donc si on n'est pas tout à fait d'accord, partons de cette idée-là qu'on ne sera pas tout à fait d'accord. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne sera jamais d'accord, ce qui ne veut pas dire qu'on sera totalement en désaccord. On ne sera pas tout à fait d'accord, mais on peut trouver des points d'accord. On sera en désaccord sur ce que c'est, est-ce qu'il faut vivre avec musique ou sans musique, on sera en désaccord sur ce que c'est que la bonne musique, mais on va trouver un point d'accord pour vivre mieux tous ensemble dans cette colocation. C'est ça l'intelligence collective. Donc tu vas juste conclure, parce que le titre fait une promesse, hein, parce que je pense qu'on peut interpréter, comprendre pourquoi on ne se comprend pas, et on peut interpréter ça en disant mais quelles sont les solutions pour mieux se comprendre. Alors, à la suite, quelle conclusion tu donnes là?
Eh bien, qu'il y en a deux. D'une part, il faut... la communication est un processus compliqué mais passionnant, mais il n'y a pas de règle. Il n'y a pas un plan, 10 points, etc. Et au fond, la communication, c'est un chemin qui se fait en marchant. Et donc, au contraire, il faut être beaucoup plus libéré. Souvent, on se dit, je ne vais pas y arriver, c'est compliqué. Mais oui, mais personne n'a la recette. Ce qu'il faut retenir, c'est que personne ne sait communiquer. Puisque personne ne sait se faire comprendre totalement. Et il faut absolument, dès qu'il y a quelqu'un qui dit, moi je sais communiquer, il faut lui dire, mon petit gars, au revoir. Voilà. Mais, voilà. La première, c'est que c'est plutôt une chance, et c'est une invitation à faire. La deuxième, c'est une invitation à penser autrement, et du coup à prendre le temps, et à construire l'espace, et donc à sortir des réseaux sociaux, à sortir de la connexion, et à revenir à des temps comme celui-là, des temps d'échange et de débat, d'oser s'affronter l'autre, parce qu'en affrontant l'autre, on se connaît mieux soi-même aussi. Et il n'y a pas d'autre solution pour construire l'intelligence collective que de se confronter à l'autre. Et en gros, soit on pense que pour arriver à bifurquer, il faut de l'intelligence collective, donc il faut de la démocratie, donc il faut de la communication. Et du coup, il faut beaucoup plus communiquer qu'on ne le fait. Il faut oser abandonner vos mails, oser passer pour des vieux cons, oser les logiciels, oser la contradiction, oser dire non. Au fond, la démocratie, c'est la possibilité de dire non. On est en démocratie quand on peut dire non, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, pour les retraites, je peux dire non, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas en prison. Quand vous êtes chez M. Poutine et que vous dites non, je ne suis pas d'accord avec la guerre en Ukraine, vous allez en prison. Donc, la démocratie, c'est dire non, et dire non, c'est déjà communiquer. C'est par là que je termine. Alors, merci. Merci. Alors, je vous propose de poser des questions, d'interagir et d'intervenir. Et peut-être que si on a le temps, on pourra parler des GAFAM. On a ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, il y en a au fond, là-bas. Merci. Bonsoir, merci pour ces échanges. Donc ma question, c'est, vous avez soulevé les thèmes de la démocratie, de l'identité. Et donc au-delà de ça, démocratie, identité, l'opposé total est parler d'humanité, on va réduire à nationalité. Et vous avez très peu parlé de démographie. Là où les démocraties se sont imposées, c'est quand l'Occident était, on va dire, très puissant. Aujourd'hui, n'assistons pas progressivement à un déclin de l'Occident. Et peut-être que la démocratie dans les pays occidentaux serait menacée parce que nous n'avons plus le monopole de choisir et donc nos gouvernements vont nous contracter parce que ce sera leur seul moyen de survie. Merci. Merci pour la question. Du coup, ça me permet de préciser, effectivement, le terme démocratie est un terme grec, et en Europe, on a cette vision de la mère de la démocratie, c'est Athènes, mais en fait, quand on lit l'anthropologie, dans tous les continents, je dis bien dans tous les continents, il y a eu cette envie d'auto-organisation. Les gens ont réfléchi collectivement et sont auto-organisés entre liberté et égalité. Et cette envie de démocratie, alors peut-être pas de démocratie représentative, etc., mais de s'auto-organiser librement de manière égalitaire, elle est valable partout. Moi, je me rappelle de la place Tiananmen, je me rappelle de la Révolution russe, enfin voilà. Il n'y a pas des pays qui seraient condamnés à pas la démocratie. Et effectivement, le tort de l'Occident, c'est d'avoir, sous prétexte
d'universaliser les Lumières, d'avoir réduit le monde en esclavage et après de l'avoir colonisé. Évidemment, ça c'est la grande faute de l'Occident, et il faut aujourd'hui apprendre à décoloniser nos imaginaires et vivre dans un monde pluriversel. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La démocratie, c'est pas un poison occidental qu'on a vendu au tiers-monde. La démocratie, ça a existé partout dans tous les continents, et c'est une aspiration de tous les peuples. Voilà. Par contre, c'est pas une aspiration de tous les dirigeants. Et donc, il ne faut pas confondre les peuples avec leurs dirigeants. Et évidemment, les systèmes en place, les pouvoirs en place ne veulent pas le lâcher. C'est vrai des GAFAM, c'est vrai de Poutine, c'est vrai de Xi Jinping, enfin c'est vrai de partout. Mais c'est pas pour ça que la démocratie... de toute façon, la démocratie, comme je disais que Jacques Rancière, elle n'a aucune nécessité. La démocratie, et d'ailleurs c'est ce que déjà Platon critiquait la démocratie. Il critiquait la démocratie pour deux choses. Il disait, un, c'est un système qui est capable de condamner le meilleur d'entre nous, c'est-à-dire Socrate, à mourir. Donc c'est pas un bon système. Et le deuxième chose, il disait, la démocratie, c'est un système où si les gens s'y intéressent plus, ça s'effondre de lui-même. Ben oui, la démocratie s'effondre d'elle-même. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer dans notre beau pays. Sauf si on se remet à communiquer. Ah, j'ai calmé l'ambiance. Bonsoir. Ça marche? Oui. Sauf si on arrive à communiquer. Je prends 3 faits sociaux. Est-ce que tu vas parler plus fort, s'il te plaît? Je vais prendre 3 faits sociaux un peu traumatisants et qui ont empêché la communication. Parce qu'il s'est exercé à chaque fois une domination et qui concerne pour les 3 notre pays et mieux au-delà, mais déjà notre pays. L'impossibilité de communiquer des ex-déportés de la Shoah à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, l'impossibilité de communiquer des anciens appelés d'Algérie après les opérations de maintien de l'ordre, l'impossibilité, encore aujourd'hui, pour les victimes de l'inceste. Peut-être vous trouvez étrange ce rapprochement, mais est-ce que vous pouvez insister sur les questions justement des rapports de domination et liés à la communication? Non. Alors je peux parler effectivement de domination, mais pour moi c'est des cas un peu différents de non-communication et qui montrent bien, alors qui sont liés effectivement à des personnes qui ont de traumatismes qui ont été vécus, la difficulté d'en parler, que moi je connais bien sur au moins 2 des 3 sujets que vous parlez. Donc effectivement, mais on voit bien aussi la nécessité que ça, finalement, aujourd'hui, la nécessité de le faire, que si on ne le fait pas, de toute façon, et qu'en France, un des problèmes de France, le problème de la France aujourd'hui avec les banlieues et l'immigration, c'est justement qu'on n'arrive pas à parler de ça, que les personnes n'ont pas parlé, que les appelés n'ont pas parlé, n'ont pas réussi à appeler et à parler. On est bien victime de tout ça. Donc ça montre bien le contraire. La domination, oui, c'est pour ça que quand on parle d'école de management, où on apprend, souvent on a en tête une communication, c'est pas la communication, c'est de la persuasion. Et la persuasion, c'est la manière dont les dominants se maintiennent au pouvoir. C'est ça. Et où ça peut être la violence. Parce que là, du coup, c'est un peu différent. Les cas de Shoah, d'inceste ou la torture en Algérie, etc., on était dans la violence physique pure, dans ce qui n'est même pas accepté. Il n'y avait même pas de légitimité, même pour ceux qui le faisaient. Donc, on revient à l'idée, c'est qu'effectivement, si les gens ne veulent pas parler, on est dans la non-communication. Et la non-communication, on est obligé de respecter la liberté. Si on respecte la liberté des gens, on respecte la liberté de non-communiquer. Mais on voit très bien, sur les 3 exemples que vous parlez, que respecter cette liberté-là de non-communication, ça aboutit à des difficultés,
à une incommunication beaucoup plus grande, après de générations. Aujourd'hui, en tout cas en France, si on a le problème de l'immigration, on n'arrive pas à traiter ce problème de l'immigration en France à cause de cette guerre d'Algérie, qui n'est pas passée. Contrairement, on peut dire beaucoup de choses des Américains, mais qui eux ont traité, retraité dans tous les sens le Vietnam. Nous, on n'a rien fait sur ça. Et dès qu'on commence à en parler, c'est compliqué, mais il faut. Mais ça, c'est la. Du coup, on touche à autre chose. On touche au courage des personnes. Au courage, pas au courage. On est dans le pathologique. Quand on a été victime d'inceste pendant des années, quand on a torturé ou été torturé, quand on a été obligé de ramper, de même plus se voir dans son miroir pour survivre, évidemment qu'on est mal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est comment éviter de sombrer dans ces dominations. Et comment éviter de sombrer dans ce type de domination-là, parce qu'une fois qu'on est dans le pathologique, quand on est dans le pathologique, il faut des cures. Aujourd'hui, pendant longtemps, on voit bien Primo Levi, etc., c'est des choses même dont il ne s'est jamais remis, mais voilà, il y a des cures analytiques, quand on est sur ces traumatismes-là, il faut d'abord commencer par se réconcilier avec soi-même pour pouvoir arriver à communiquer avec l'autre. Et ça, on est dans autre chose que la communication, on est dans la réparation pathologique. Mais évidemment, si on veut éviter ce pathologisme-là, c'est très bien. On voit bien aussi, par exemple, sur les questions d'inceste, c'est que les gens n'ont pas été souvent... les personnes essayent de le dire sans y arriver. Essayent de le dire, voilà. Et ça fait penser au harcèlement aujourd'hui aussi. Il y a des signes. Et c'est pour ça qu'il faut communiquer. C'est avant d'arriver à cette dimension pathologique. Une fois que c'est arrivé, il n'y a plus rien à faire. Par contre, avant, et si on prend le cas du harcèlement ou de l'inceste, il y a des signes, il y a des mots à repérer, il y a l'écoute. La communication, c'est pas l'expression. La communication, c'est écouter. C'est écouter. Pourquoi ? Écouter, ça veut pas dire « Ah, j'aime pas sa voix, etc. » C'est ce type, j'aime pas sa voix, j'aime pas sa gueule, j'aime pas ce qu'il me dit, mais il y a quelque chose d'intelligent à me dire. Et donc, écouter, c'est se dire « Tiens, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais sortir de moi-même pour essayer de voir quel est ce signe-là. » Et écouter, c'est essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les mots, ce qu'il y a derrière les non-dits. Voilà, c'est ça, et c'est l'écoute dont on a besoin. C'est comprendre ce que l'autre est en train de dire derrière ses mots, derrière sa maladresse, derrière ses signes, qu'est-ce qu'il est en train de me dire. Qu'est-ce que ça signifie? Et si on veut éviter d'arriver dans une situation traumatique telle que vous les décrivez, il faut apprendre plus à écouter. Or, ce que les GAFA nous apprennent tous, c'est on nous dit « exprimez-vous ». Mais exprimez-vous, c'est une manière de ne pas écouter l'autre. Je voulais juste préciser que dans les 3 exemples que j'ai cités, je parle pas de la communication, du moment du traumatisme, mais c'est après. Le trait commun, c'est qu'on se retrouve avec une société que si les victimes s'expriment, parlent, cette société est dérangée. C'est ce qui s'est passé après 1945, c'est ce qui s'est passé après 1962, et c'est ce qui s'est passé depuis des années avec... La communication victimaire, j'aime pas bien ce terme, vient à l'encontre d'une société qui ne veut pas entendre, justement. Mais au fond, en démocratie, toute communication, c'est ça. Toute communication, c'est accepter ce qu'on ne veut pas entendre. Accepter ce qui était... C'est remettre en cause le partage des tâches et des places. Accepter d'entendre, on voit avec l'Église aujourd'hui ce qui se passe avec... Voilà. C'est accepter de dire et de faire ce qu'on ne voulait pas entendre, comme on ne voulait pas entendre pendant longtemps. Enfin, moi, je me souviens de Louis Dumont. Personne ne voulait l'entendre. Voilà. Et donc, c'est bien dire non. C'est bien dire non, je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est notre responsabilité au quotidien. Quand quelqu'un grille un feu rouge, quand quelqu'un marche en dehors des pieds, quand quelqu'un vous dit un propos raciste autour de vous, quand quelqu'un a une remarque sexiste, voilà. Non, juste tranquillement. J'ai peut-être tort, mais je ne suis pas d'accord avec vous.
Est-ce que vous pouvez développer ce que vous venez d'aborder à propos des GAFA et de la phrase « exprimez-vous » Bon. Moi, j'ai deux critiques vis-à-vis du numérique. La première, c'est une critique technique. C'est la technique. Pour moi, la technique n'est ni positive, ni négative, ni neutre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Jacques Ellul qui raconte ça. Il prend l'exemple de l'écriture. L'écriture, c'est une technique géniale, puisque ça a permis de transmettre l'accumulation des connaissances, et ça a permis les droits de l'homme. Mais l'écriture, c'est aussi ce qui a permis la chose. Donc aucune technique n'est neutre. Enfin, n'est positive ou négative. Et il dit, elle n'est pas neutre. Pourquoi? Parce que, je reprends un autre exemple, avec un marteau, vous pouvez accueillir, construire une cabane pour un réfugié, c'est plutôt bien, vous pouvez lui fracasser la tête, c'est plutôt négatif. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas faire avec un marteau, c'est scier un arbre. Et si vous efforcez de scier un arbre avec un marteau, vous allez vous luxer l'épaule. Et si vous efforcez de communiquer avec des outils qui sont faits pour se connecter, eh ben vous allez augmenter la communication. Donc ça, c'est la première critique. La deuxième, c'est celle des GAFAM. C'est que de toute façon, aujourd'hui, ces outils-là ne sont pas des outils faits pour communiquer, ce sont des outils faits pour faire de l'argent et faits pour prendre vos données personnelles. C'est des outils pour augmenter l'accélération, c'est des outils qui sont faits pour éviter de réfléchir, pour créer de l'instantanéité émotionnelle, qui sont faits pour créer on est rentré dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Mais l'économie de l'attention, c'est justement pas c'est plus la réflexion, c'est essayer d'attirer votre attention, mais pas du tout votre réflexion. Et tous ces outils, attendez-moi, c'est pour ça que je dis qu'ils sont ni positifs. Évidemment que c'est positif que chacun puisse aujourd'hui s'exprimer dans l'espace public. Avant, il n'y avait que les professeurs d'université, les hommes blancs qui pouvaient s'exprimer dans les universités, des gens comme moi qui pouvaient s'exprimer. Aujourd'hui, tout le monde peut s'exprimer. Donc évidemment, c'est très bien. Mais en même temps, hein, c'est toujours, la technique est toujours ambigue. En même temps, ça abolit le temps et l'espace, et en même temps, ça tue la réflexion. Et quand on prend les choses, c'est pas de dire la balance, elle est quoi? La balance, elle est très fortement négative. Elle est très fortement négative parce que ces outils, en plus là, ils sont faits, ils font disparaître la base de la démocratie, c'est la distinction de l'espace privé et de l'espace public. Dans l'espace privé, vous faites ce que vous voulez. Dans l'espace public, vous vous tenez au nom collectif. Avec les GAFAM, toutes vos données privées, le privé n'existe plus. On sait tout de vous. On sait vos goûts, d'ailleurs on vous suggère vos livres. Vous n'êtes pas surpris comment, quand on présente des films, etc., comment ça correspond à vous, etc. On sait tout de vous. Et on rentre, et vos photos ne vous appartiennent plus. Tous vos messages, quand vous êtes sur Monsieur Facebook, Instagram, etc., toutes vos photos ne vous appartiennent plus. On peut les vendre. Dans 10 ans, on pourra les vendre. Donc voilà, c'est ça que je reproche aux GAFA. Juste, alors ça n'a plus rien à voir avec les GAFAM, c'était plus par rapport à ce qui se disait avant. Quand vous dites communication, déjà visible, enfin on parle de verbal, donc de langage, visiblement, parce qu'on pourrait parler aussi de musique, de peinture, de tout ça aussi, il y a une forme de communication aussi dans l'art, quoi, mais c'est encore autre chose, je pense. Ce que je veux dire, c'est que quand vous dites communication, pour que ce soit constructif, il faut vraiment qu'on se parle du coup le plus possible d'égal à égal. Et moi, ça me renvoie au fait des groupes de dominants par rapport aux groupes de dominés. Et le fait que maintenant, par exemple, les nouvelles générations, moi je trouve que c'est intéressant parce que pour pouvoir justement entendre ce que dit l'autre, puisque nous, en Occident, justement, on est habitués à être une culture dominante et donc avoir une petite capacité d'écoute, je pense, par rapport à un certain nombre, notamment de populations dans le monde, qu'on a colonisé entre autres. Et donc, par exemple, les nouvelles générations qui parlent de déconstruction. Je trouve que c'est intéressant comme concept pour pouvoir essayer de s'ouvrir, pour essayer d'écouter ce que nous disent les dominés, ou ce que nous dit la personne en face, qui peut être en situation de dominer, ça veut dire accepter soi-même que parfois on peut être en situation de dominant. Voilà. Oui, vous avez dit beaucoup de choses. Alors, pour revenir sur la communication, évidemment, on parle beaucoup du langage, mais pour moi, la communication passe par 3 canaux. Le verbal, le paraverbal, c'est-à-dire le débit, parler vite ou parler lentement,
l'accent, la tonalité, etc. Et le non-verbal, l'habillement, la figure, les gestes, etc. Et du coup, c'est très compliqué, la communication, c'est très compliqué quand je fais par exemple « Non, je ne suis pas d'accord ». Là, du coup, je tape, je crie, voilà, je ne suis pas. Mais si je dis non, je ne suis pas d'accord, c'est beaucoup moins. Voilà. Donc voilà, ces trois canaux peuvent s'articuler, être coordonnés et renforcer le sens ou être contradictoires. Après, quand vous parlez de déconstruction, la déconstruction est un concept, c'est Derrida, c'est un concept éminemment occidental. Par contre, je croyais que vous alliez me parler des groupes de pairs. Et moi, j'ai participé à une recherche depuis 3 ans sur le croisement des savoirs. Et on s'aperçoit que pour croiser des savoirs, pour permettre à des personnes en situation... L'idée du croisement des savoirs, c'est de mettre ensemble, pour réfléchir à construire un savoir sur la pauvreté, de mettre ensemble des personnes en situation de grande pauvreté, des chercheurs et des personnes qui travaillent dans le domaine de l'animation sociale. Et ça, on s'aperçoit que pour que ça marche, il faut à un moment donné des groupes de pairs. C'est ce que on fait les féministes, etc. C'est ce que font aussi Alcooliques Anonymes, parce qu'on a besoin à un moment donné de vivre la même chose. Mais les groupes de pairs n'ont de justification que si il s'agit justement d'intervenir dans l'espace public après, et non pas donc de permettre aux personnes les plus en difficulté de pouvoir s'exprimer. Après, moi je suis assez convaincu de ce que dit Jacques Rancière. Jacques Rancière, il dit qu'il y a 2 manières de prendre la question de la domination. La première, c'est de dire qu'il y a des dominants et des dominés, et qu'on va libérer les dominés. Mais qui libère les dominés? Comment? Est-ce que c'est l'avant-garde prolétarienne? C'est les dames patronesses qui vont faire la charité, etc. C'est qui libère? Soit on part du principe on part de l'inverse, on part du principe qu'on est tous égaux. Et du coup, la question c'est comment on rend ce principe concret et effectif. Et il me semble que c'est cette voie-là qu'il faut faire. Dès qu'on essaie de libérer les gens, dès qu'on essaie de leur donner du sens, dès qu'on essaie de les éduquer, etc., on est forcément dans la domination. D'ailleurs, le métier d'enseignant n'est pas un métier de communication, c'est un métier de transmission. Ce que je dis aux étudiants, je leur dis, moi je peux vous mettre dehors, vous ne pouvez pas me mettre dehors. On n'est pas dans l'égalité. Je suis là pour vous transmettre un certain nombre de savoirs. Et donc, encore une fois, toute l'idée du travail scientifique, c'est de distinguer les problèmes. La question de la transmission est une vraie question avec ses problèmes. La question de la connexion est une chose. La question de la persuasion, la question de la manipulation sont des choses. Et reste mon domaine à moi, qui est le domaine de la communication. Mais aujourd'hui, on confond tout. On met sous ce mot de communication à la fois la manipulation, à la fois la persuasion, à la fois la connexion. Ce qui fait qu'on n'y comprend plus rien et que tous les gens la défendent, l'aiment, l'admirent, etc., mais sans bien comprendre ce que c'est. Et tout l'enjeu de ce petit bouquin, c'est de vous aider à comprendre ce que c'est, et donc de vous aider dans vos relations quotidiennes à être mieux compris, mais aussi, du coup, vous l'avez compris, à aider nos démocraties et notre planète à aller mieux. C'est ça l'enjeu. Bon, j'aurais juste une question. Passer la parole à d'autres éventuellement. C'est le problème de la communication politique. C'est juste pour illustrer un peu ce que vous venez de dire sur la grande confusion entre les différentes notions. C'est qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de grands communicants, les hommes politiques qui réussissent et qui ont un pouvoir sont ceux qui maîtrisent, sont les grands communicants, ceux qui maîtrisent les dispositifs de communication actuels et à qui on a donné ce pouvoir de communiquer et par conséquent d'exercer une certaine domination. Alors il faudrait préciser un peu ce type, pourquoi
dans la société, on ne parle que de communicants et de communication, alors que ce n'est pas exactement le terme ou la définition scientifique que vous avez avancée. Quel est le lien, disons, entre comment on utilise ce type de communication pour exercer un pouvoir? Donc tout pouvoir a besoin, pour se mettre en œuvre et se mettre en scène, de communication. Il faut transmettre des informations, transmettre des ordres, il faut recueillir des données pour payer l'impôt, il faut se renseigner, il y a des communications diplomatiques, il faut mettre en scène le pouvoir, lors du 14 juillet par exemple, la communication est toujours liée aux politiques. Il n'y a pas de politique sans communication. On ne s'adresse pas aux politiques sans communication. En même temps, les deux ne sont pas la même chose. Si on veut, donc les deux sont liés, nécessairement liés, mais c'est pas la même chose. Alors, deux grands critères de différence. La politique, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt collectif, alors que la communication, ça peut être des intérêts privés. Dans la communication de tous les jours, où vous êtes en train de discuter, tiens, on va regarder la première chaîne, dans la deuxième chaîne, on n'est pas toujours en train de refaire le monde. On n'est pas en train de se poser des questions d'intérêt général pour les retraites, contre les retraites, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec Poutine, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la politique, et même en démocratie, c'est aussi la possibilité d'utiliser la violence. On sait la définition du politique par Weber, c'est le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire que si vous pouvez pas, si quelqu'un tue votre conjoint, vous pouvez pas le tuer, mais ou lui taper dessus ou l'enfermer, mais le policier peut l'enfermer, la justice peut l'enfermer. Elle a le monopole, l'État a le monopole de la violence légitime. Et donc, le pouvoir, la politique a affaire avec la violence, on l'a vu avec les Gilets jaunes, alors que la communication s'arrête où la violence commence. Si vous donnez des coups, vous n'êtes plus en train de communiquer. Donc voilà, communication et politique sont liés mais sont différents. Pourquoi on en parle autant? Parce que c'est les médias et que les hommes politiques ont besoin d'être rassurés et de savoir comment on passe dans les médias, etc. Et donc, on est dans la communication persuasive, dans la persuasion, dans la connexion, mais dans la communication. Mais en fait, la question, elle n'est pas, quand on regarde bien de près, c'est pas une question de communication, c'est une question de pognon. C'est celui qui a le plus de pognon qui arrive à gagner une élection. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas celui qui communique le mieux. Tout ça, c'est des conneries. C'est pas qu'il a mieux communiqué, c'est qu'il a dépensé plus de pognon. C'est comme ça que ça marche. Oui.